C'est la rentrée politique internationale et les 15 et 16 septembre dernier s'est tenu en Ouzbékistan le 22e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, un événement très scruté à l'international. En effet, ce sommet permet la rencontre de dirigeants de plus d'une dizaine de pays du continent eurasiatique qui, par le biais de cette organisation, aspirent à se poser en alternative puissante au modèle occidental. C'est surtout le contexte international tendu et les rencontres particulièrement intéressantes qui ont rendu ce sommet si observé. Des rencontres intéressantes d'abord car il s'agissait pour le président chinois Xi Jinping de sa première sortie hors de son pays depuis le début de la crise du Covid. Il s'agissait également de la première rencontre entre le président chinois et son homologue russe Vladimir Poutine depuis leur rencontre à Pékin pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se sont clôturés peu avant le 24 février, marquant le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. C'est là qu'on retrouve le contexte international tendu, car la scission entre Occident et Russie, actée depuis février 2022, et la déconnexion partielle du système économique et politique occidental a poussé la Russie à se tourner vers son partenaire chinois, qui partage lui aussi quelques sujets de friction avec les États-Unis. Ce sommet, donc, était attendu comme la confirmation du pivot russe vers l'Asie. Un contexte international tendu également autour de la question de Taïwan, une île que Pékin considère comme son territoire et autour de laquelle ont été récemment menés des exercices militaires d'ampleur. Mais un autre pays, également au cœur de l'actualité et dont les relations avec l'Occident sont conflictuelles, était épié lors de ce sommet. Il s'agissait de l'Iran, dont la candidature à l'organisation a été acceptée en 2021 et qui cette année devait voir se confirmer son adhésion. Enfin, ce 22e sommet de l'OCS offre une scène de dialogue au camp oriental, 2 mois avant le G20 qui doit se tenir en Indonésie les 15 et 16 novembre et qui réunira les 19 plus grandes puissances économiques mondiales. Avant d'évoquer les résultats de ce sommet et les conclusions à en tirer, revenons sur une rapide présentation de l'organisation. L'organisation a été créée en 2001 à l'initiative de la Chine, pays alors en plein essor de son influence à l'international. L'objectif était alors de stabiliser les frontières des jeunes pays d'Asie centrale, issus de la dislocation de l'URSS. La raison d'être principale de l'organisation était donc des enjeux sécuritaires. À l'origine composée de 6 pays, la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, l'organisation s'élargit en 2017 à l'Inde et au Pakistan. Et le volet de coopération devient dès lors de plus en plus présent, au point de supplanter en partie le volet sécuritaire. En plus de cela, 4 États participent en tant qu'observateurs. La Mongolie, la Biélorussie, l'Afghanistan et l'Iran passent de devenir membres. Enfin, il y a des États partenaires comme la Turquie ou le Sri Lanka qui prennent eux aussi part aux discussions. Après cette brève présentation de l'OCS, on peut mieux comprendre pourquoi l'organisation et la solidarité de ses membres sont perçus comme inquiétants et même menaçants par les Européens, les États-Unis et leurs alliés. Comme vu sur la carte, ces pays réunis créent une masse importante, occupant une énorme partie du continent asiatique et une part non négligeable de l'européen. Cela correspond en fait à 60% du continent eurasiatique. Cette masse n'est pas que territoriale, mais aussi économique, puisque l'OCS représente 20% du PIB mondial. La masse est surtout démographique, avec 50% de la population mondiale. L'OCS étant en cela aidé par la Chine et l'Inde, les 2 pays ayant une population de plus de 1,4 milliard habitants. Enfin, il s'agit d'une organisation regroupant des puissances militaires d'ampleur, notamment 4 puissances nucléaires, la Russie, la Chine, le Pakistan et l'Inde. Bien que, comme précisé plus tôt, l'organisation ne soit pas de l'ordre de la coopération militaire. L'Organisation de coopération de Shanghai est donc un véritable poids lourd géopolitique. Cette année, le sommet s'est tenu à Samarcande, ancien grand carrefour des routes de la soie entre la Chine et l'Europe. Un choix symbolique pour rappeler les nouvelles routes de la soie et donc la puissance chinoise, mais aussi illustrer le glissement du centre géoéconomique et géopolitique vers l'Asie. Que retenir de cette rencontre de dirigeants eurasiatiques ? D'abord, sans surprise, l'Iran signe un mémorandum sur son adhésion. L'entrée de ce pays dans l'organisation est particulièrement intéressante, ou menaçante selon les points de vue, car elle scelle l'union de 3 puissances, Iran, Chine et Russie. C'est précisément cette union que Zbigniew Brzezinski, un penseur américain des relations internationales, considérait comme un grand danger potentiel. Dans son ouvrage majeur, Le Grand Échiquier, paru en 1997. D'autre part, le sommet a été marqué par l'annonce de la Turquie, partenaire de dialogue depuis 2013, de sa volonté de rejoindre l'organisation. Mais Erdogan mène un jeu international trouble. Pour ce pays, membre de l'OTAN, acteur important de l'Alliance occidentale, cette annonce choque, au-delà d'annoncer un retournement stratégique turc, est plutôt une manifestation de sa stratégie d'équilibriste à l'international, et peut servir à obtenir des concessions de ses alliés de l'OTAN.
A également été évoquée la question de l'adhésion de la Biélorussie, jugée urgente. D'autre part, plus de 80 accords ont été signés lors de ces 2 jours, mais aucun entre la Chine et la Russie, les 2 pays affichant une alliance plus politique qu'économique ou sécuritaire. Cependant, même cette alliance politique semble questionnée. En effet, il semblerait que la position de la Russie dans son propre camp ne soit pas si stable. Si Vladimir Poutine a mis en avant la coopération orientale et s'est félicité du rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir, et a souligné que les relations entre les pays de l'OCS étaient dénuées d'égoïsme, au contraire de celles entre pays occidentaux, néanmoins, des déclarations faites par les dirigeants lors du sommet, et rapidement relayées par les médias, ont jeté le trouble sur le soutien à la Russie. Ainsi, aux préoccupations chinoises, Vladimir Poutine a affirmé tout faire pour que le conflit en Ukraine se termine le plus vite possible. C'est aussi le président indien Narendra Modi qui a déclaré « L'heure n'est pas à la guerre ». Ces déclarations faites face caméra peuvent transparaître comme un manque de soutien pour le président russe et comme la manifestation de dissension dans le camp oriental. Cela alors qu'un des objectifs des sommets de l'Organisation de coopération de Shanghai est aussi de dresser une vitrine de l'avancée du camp de l'alternative au mondialisme occidental, de montrer la coopération, la solidarité et les valeurs partagées entre les dirigeants. Les 2 pays d'ailleurs, Inde et Chine, affichent depuis février une neutralité envers le conflit Occident-Russie, une neutralité qui peut finalement rappeler celle du tiers-monde lors de la guerre froide. C'est d'ailleurs le rapprochement que fait Bertrand Badi avec la fameuse conférence de Bandung des non-alignés en 1955. Et pour lui, la Chine cherche aujourd'hui à réendosser le rôle de leader du mouvement non-aligné. Cependant, ces déclarations dont les médias se sont emparés pour s'empresser d'annoncer le statut de paria de la Russie sont loin d'ébranler le fonctionnement de l'organisation et la place importante qui occupe la Russie. Un acteur économique moins puissant que la Chine, certes, mais un acteur économique majeur quand même. En revanche, cela nous indique que le camp oriental est un camp multipolaire. Si le pivot russe vers l'Asie avait déjà été annoncé, on attendait de voir la place qu'allait occuper la Russie dans cette coopération eurasiatique. On peut donc déclarer que ce n'est nullement une situation de supériorité hégémonique, comme celle que tendent à occuper les États-Unis dans leur camp, mais une coopération où le statut d'alternative à l'Occident ne constitue pas une base idéologique assez solide pour cimenter intemporellement les partenariats. Au contraire, il faut s'investir, faire preuve de bonne volonté envers ses partenaires et toujours composer avec les intérêts de chacun qui prévalent sur la cause commune. D'autre part, soulignons aussi que le sommet a été secoué par des causes conflictuelles, notamment par 2 conflits en Asie centrale, liés à l'affaiblissement de l'influence russe dans cette région où elle se pose normalement en gendarme, notamment à travers l'organisation du traité de sécurité collective. En effet, le 13 septembre, le conflit Arménie-Azerbaïdjan est redevenu un point chaud, avec des attaques azéries ayant touché le territoire arménien au-delà de la région contestée du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan était d'ailleurs présent au sommet, au lendemain d'un cessez-le-feu qui ne semble pas porter ses fruits, puisque le conflit perdure aujourd'hui. D'autre part, un conflit a éclaté entre le Kirghizistan et le Tadjikistan lors de tirs échangés à la frontière dans la vallée de Fergana. Les 2 dirigeants respectifs se sont rencontrés lors du sommet et ont annoncé un cessez-le-feu. Ces 2 événements mettent en exergue la multipolarité de cet espace eurasien, des intérêts divers et contraires, et la difficulté à trouver un terrain d'entente ou encore la difficulté pour un État de s'imposer comme garant de la paix. Pour conclure sur ce 22e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et souligner sa dimension d'alternative et d'opposition à l'Occident, on peut citer le dirigeant iranien Ebrahim Raisi. L'Organisation de coopération de Shanghai doit adopter de nouvelles solutions et des mesures spéciales pour faire face à l'unilatéralisme et aux sanctions cruelles, notamment en formant un commerce durable entre les États membres de l'organisation. On peut donc s'attendre à un approfondissement des échanges commerciaux et économiques entre ces pays pour consolider leur alliance qui n'est pas forcément naturelle pour ces pays qui, historiquement, partagent de nombreuses sources de conflictualité, notamment territoriales ou de l'ordre de l'affirmation de la puissance.